Alors, le moment que vous attendez tous, l'intervention donc de Tom Benoît, donc analyste économique, essayiste, entrepreneur et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. C'est un monsieur qui intervient beaucoup dans les médias et donc avant d'appeler Tom, je vais vous passer un petit magnéto d'une petite compile de quelques répliques qu'a pu donner Tom dans les derniers mois sur l'actualité économique et qui va vous permettre de poser un petit peu le personnage avant qu'il puisse vous interroger sur cette thématique de « et si demain l'État ne subventionnait pas nos entreprises ?» Jean-Michel, c'est à toi. Le bilan de Bruno Le Maire, ce sont des faillites. C'est tout de même une réalité. J'ai jamais été au SMIC, mais j'ai jamais été salarié, j'ai toujours été entrepreneur. Et je crois qu'il y a une partie des entrepreneurs de France aujourd'hui qui sont étouffés par les prélèvements obligatoires. Parce qu'en France, il y a aussi cet état d'esprit qui est que si un secteur marche pas, on le subventionne, et si un secteur marche, on le fusille. Pourquoi ne pas essayer de favoriser les petits entrepreneurs, peut-être ? Eh bien, je favorise les petites entreprises, vous savez comment ? J'ai rien vu dans le programme. Bruno Le Maire mériterait, je l'affirme, absolument pas d'être condamné, ça c'est pas à moi de l'affirmer, mais mériterait évidemment dans un pays républicain et démocratique d'être poursuivi. La pire des choses pour la France, c'est d'avoir des êtres parasitaires qui ont fait de l'État parasitaire une vocation et qui ont dit nous ne voulons jamais travailler de notre vie, nous voulons être à la charge de l'État toute notre vie et nous voulons nous servir de l'État également pour nous faire embaucher ailleurs et pour obtenir des contrats. Mais vous avez par contre toute une petite caste aujourd'hui qui est, je le dis d'une façon tout à fait simple, tout à fait ordinaire, qui se réunit beaucoup avec un état d'esprit. Il y a un côté un peu repère aminable, en quelque sorte, de gens qui ne veulent surtout pas comprendre, qui ne veulent surtout pas évoluer, qui ne veulent surtout pas être confrontés au réel de l'époque. Cessez de me dire que l'écologie moderne est de l'écologie, cessez de me dire que la taxation pour le carbone vise à sauver la planète, cessez de me dire que l'argent qui est reversé par la Commission européenne aux régions aide les régions, que l'argent qui est reversé par la Commission européenne à une catégorie bien précise d'agriculteurs aide l'agriculture et les agriculteurs, c'est faux. Tom, est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Chers amis, un tonnerre d'applaudissements pour Tom Benoît. Merci beaucoup. Et pour rebondir par rapport à la dernière phrase, j'ai fait beaucoup mieux que ça. Récemment, on m'a dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» J'ai dit « Non, je crois en moi. » Et là, à ce moment-là, tout le monde se dit « Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il est prétentieux. Les gens de droite n'ont plus aucun respect. » Alors voilà cette conférence qu'on a intitulée Comment se passer de l'État, comment gagner de l'argent sans recourir à l'État. J'ai dit tout simplement comment gagner de l'argent en 2025. Alors l'argent, qu'est-ce que c'est ? L'argent est toujours disruptif. Ce n'est clair, c'est un passage. On parle d'argent liquide, justement, parce qu'il, quoi qu'il en soit, toujours brûle les doigts, nous glisse entre les doigts, on n'en a jamais assez. Et parfois, on n'en a pas pour... Quand on a... Mes grands-parents disaient... qui était tout à fait prolétarien, justement, on a eu peur à un moment de ne pas y arriver. Et quel que soit le niveau, Facebook, Meta, a eu à un moment donné 15 jours de trésorerie pour payer les salaires, pour payer les loyers. Les plus grands, Elon Musk, aujourd'hui, qui est en vogue, s'est retrouvé dans des situations, après avoir vendu pour des centaines de millions de dollars ces boîtes, où il n'avait plus de cash pour payer ce qu'il devait payer pour pouvoir s'acquitter des paiements qu'il devait. Donc je veux dire par là que l'argent est toujours disruptif parce qu'on ne le garde pas, l'argent n'est pas la richesse, l'argent est ce passage qui sert à faire quelque chose, qui est un outil. On va parler de levée de fonds justement parce que c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que si on est entrepreneur, on a besoin de cash, on a besoin de liquidité. Et généralement, si on est petit entrepreneur et qu'on va voir un banquier, on n'est pas assez séduisant pour le banquier parce qu'on a été obligé d'accommoder un petit peu les bilans, on a été obligé de vivre un peu sur la société. Vous connaissez ça pour ceux qui sont entrepreneurs dans la salle. Vous avez un résultat net qui n'est pas forcément votre résultat net. Donc si vous arrivez en disant « Oui, mais j'ai besoin de cash pour... » Vous savez que votre affaire est rentable. Mais ce que le banquier va vous dire, c'est « Mais ça ne marche pas, là, ce que vous faites en ce moment. Vous avez 30 000 euros de résultat à la fin de l'année, vous voulez ouvrir une nouvelle usine ou un nouveau bureau, c'est pas possible. » Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir des privés, vous essayez d'organiser des levées de fonds, c'est-à-dire attirer du cash en dehors du circuit bancaire. Donc il n'y a pas de création monétaire, puisque seules les banques commerciales créent de la monnaie, mais par contre, la monnaie M2, donc l'agrégat M2, la monnaie circulante,
sur les comptes, les dépôts à vue, tous les comptes à terme qui circulent et dont vous pouvez user. Vous allez pouvoir la capter via une levée de fonds. On va y revenir par la suite. Alors on vit des temps particulièrement troublés. Je vais peut-être démarrer avec ça parce que aujourd'hui, si on est investisseur, on a peur des marchés actions, on a peur des marchés obligataires, on se dit que l'or est peut-être un peu cher aujourd'hui, on a peur de timer le marché, c'est-à-dire de garder de la monnaie, donc en réalité on a peur de tout. Et c'est pour ça que dans ces temps-là, la logique qu'il faut avoir, c'est une logique de secteur, à la fois d'activité et géographique. Personnellement, je pense que le marché américain, c'est fini. Pas au sens qu'il n'y aura plus de croissance, il y aura de la croissance sur des marchés ciblés aux États-Unis. Mais plus largement, qu'est-ce que c'est être entrepreneur et qu'est-ce que c'est être investisseur même, ou séduire des investisseurs? C'est savoir ce qui va se passer avant même que les autres le sachent, c'est-à-dire les investisseurs, ceux qui vont croire en vous suffisamment, parce que le mythe de la levée de fonds, vous arrivez, vous racontez une belle histoire, vous levez des fonds, ça n'existe pas. Un investisseur qui met de l'argent, il met de l'argent parce que vous avez réussi justement à l'attirer dans un schéma qui fait qu'il comprend qu'il y a de la rentabilité. Et aujourd'hui, sur le marché américain, vous avez des valeurs que tout le monde connaît, Amazon, Meta, Netflix, qui ont séduit beaucoup d'investisseurs parce que, justement, on se disait que c'était la tech et que ça allait rapporter de l'argent, donc tout le monde a placé son argent dans Amazon, par exemple. Regardez le cours de bourse d'Amazon entre 2010 et 2020, l'ascension est fulgurante. Mais qu'est-ce que c'est qui a fait ça? C'est l'espoir, c'est le fait de se dire, mais espoir, quelque peu galvaudé, parce qu'au moment où, par exemple, intervient le Covid, on se dit tout simplement que le commerce en ligne va fonctionner encore mieux que précédemment, et que donc, si le commerce en ligne fonctionne mieux que précédemment, qui c'est qui va rafler la mise? C'est Amazon. On ne se dit pas spécifiquement, et à ce moment-là, l'investisseur a raison d'ailleurs, puisqu'Amazon croit en bourse. Donc on ne fait pas d'erreur. Regardez ce qu'on appelle les ratios cours sur bénéfice, c'est-à-dire ce que les investisseurs sont prêts à payer par action, par rapport à ce que rapporte l'action. Et vous vous apercevez que les sociétés de la tech ont eu des ratios cours sur bénéfices beaucoup plus élevés que les sociétés industrielles. Pourtant, moi, personnellement, aujourd'hui, je mise tout sur l'industrie et les commodités à titre entrepreneurial et privé, et en matière d'investissement, sur l'industrie. L'industrie est sale, bruyante, malodorante, romantique, mais génératrice de valeur et essentielle, et vous ne vous passerez jamais d'industrie, y compris dans la tech. Ça veut dire que l'opérateur du marché de la tech, que va être Amazon, Netflix, est remplaçable. Par contre, la société qui fournit les microprocesseurs, la société qui fabrique les écrans, la société qui va stocker les datas, qui va travailler dans la mémoire par exemple, celle-ci n'est pas remplaçable. Demain, vous pouvez... Alors, l'idée va germer de plus en plus. Qui n'a pas eu l'idée de créer Uber par exemple? Créer Uber, c'était pas mal comme principe. Il suffisait finalement de pouvoir le faire, d'avoir le droit de le faire. On ne va pas rentrer dans ce débat parce qu'il est politique, il concerne notre président actuel, mais ça c'est notre sujet. Mais je veux dire, le sujet d'Uber, ou même de Wikipédia, ou de Facebook, tout le monde peut avoir l'idée de créer une encyclopédie bien référencée, ou de créer le livre des faces, des visages. Faut-il avoir la capacité de le faire? Et le temps des bénéfices faciles, on va dire, de la séduction facile, vous êtes un simple opérateur, vous êtes une plateforme de diffusion, c'est fini. Les chaînes de télé, c'est terminé déjà. Mais les plateformes de diffusion aussi, c'est terminé. Tout le monde est sa propre plateforme de diffusion. Aujourd'hui, si vous êtes l'homme le plus prisé en politique, on va dire Vladimir Poutine a interviewé, et que vous êtes le journaliste citoyen, entre guillemets, Tucker Carlson, vous l'interviewez où? Sur CNN? Non, sur X. Avant même qu'X soit encore ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'X a encore pris de la valeur et du charisme et de la prestance entre-temps. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, si vous placez votre argent, si vous mettez de l'argent, donc si vous êtes investisseur privé, comme ça, tout simple, qui investit en bourse, ou si vous êtes investisseur qui va se laisser séduire par un entrepreneur, par un businessman qui va faire une levée de fonds, vous voulez du sérieux, vous voulez du concret. Mais le principe, l'histoire facile de la plateforme qui va opérer, c'est terminé. Et ça va se traduire sur les marchés actions. Ça veut dire que
Pourquoi je vous dis ça en préambule? Parce que sur les marchés actions, durant les années qui viennent, vous allez avoir un regain improbable que personne n'aura vu venir, et ça va être là le talent justement des investisseurs qui l'auront compris, sur les sociétés industrielles. Et ça a déjà démarré, parce que lorsque vous regardez les cours de bourse des sociétés que je citais précédemment, donc TSMC par exemple, ou Applied Materials aux États-Unis, Micron Technology qui fournit des puces aussi, de la data, qui est même le leader dans la data, toutes ces sociétés, on les retrouve en Chine aussi, elles ont des croissances phénoménales depuis 2015-2020 et surtout depuis 2020. Donc aujourd'hui, le positionnement en tant qu'investisseur, au-delà, avant de parler vraiment des marchés finalement, sur la diversité, l'année passée, pour ceux qui m'écoutent de temps à autre, je disais qu'il fallait investir dans l'or et que l'or allait monter. J'aurais jamais cru autant, l'or est monté encore plus haut que je ne l'imaginais. Aujourd'hui, l'or peut baisser. Personne ne va comprendre pourquoi. Tout le monde va dire tout et n'importe quoi sur les plateaux de télévision, d'ailleurs, et dans la presse, en disant « voilà, l'or, c'est fini. L'or avait atteint un plateau. » Non, sur le long terme, l'or va continuer à monter pour différentes raisons. Par contre, évidemment que là, si les marchés baissent, que la dette baisse aussi, il y a bien des sociétés de gestion, il y a bien des gens qui vont être obligés de vendre aussi. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Tesla à moins 50 ou de l'or? Ils vont vendre leur or. Ça veut dire qu'il va y avoir un peu d'or à vendre en plus que d'ordinaire sur le marché. Donc ça va faire baisser l'or. Fluctuer l'or à la baisse ponctuellement. Donc aujourd'hui, on est en fin avril, début mai. C'est peut-être pas le moment d'acheter de l'or sur du court terme. Le bon coup que je prévoyais l'année passée sur l'or, il s'est produit. Aujourd'hui, vous sortez, vous achetez BYD et du Bitcoin. Pourquoi? Parce que BYD, ça va exploser. Carnet de commandes plein. Ils sont en train de s'implanter en Europe. Build your dream. Il y a le côté à l'américaine. Les Américains sont les meilleurs pour ça. Il n'y a que les Américains, qui arrivent à faire rêver, qui arrivent à créer un mythe à la Clint Eastwood, hein, pas un mythe à l'européenne, le chat dans l'intelligence artificielle. Tout le monde se fout du chat. Qui a déjà demandé quelque chose au chat? Non, vous allez sur Grok, vous allez sur ChatGPT, vous allez sur DeepSeek si vous voulez faire un peu de vidéo aussi sur l'IA. Vous n'allez pas demander au chat ce qu'il a envie de miauler. Et Build Your Dream, BYD, est en train de dessiner ce mythe taillé dans le roc de la race des seigneurs qui va faire rêver tout le monde. J'étais à l'étranger il y a une semaine dans un pays pas très loin de la Chine. Je suis monté dans une BYD. Et moi, tout le monde le sait, je suis passionné de voitures, j'ai toujours aimé les voitures, les vieilles Mercedes, BMW aussi, les années 60, 70. Quand vous montez dans une BYD, vous avez ce côté, c'est à la pointe de la technologie. Maintenant, c'est pas de l'imitation. C'est pas le faux rêve, le rêve raisonnable, terminé. Vous n'avez pas le sentiment que BYD imite Mercedes, vous avez le sentiment que Mercedes imite son succès passé. Et que BMW ou les marques du groupe Stellantis, même Ferrari, j'ai de bons espoirs sur Ferrari, mais je veux dire, quand on monte dans une Ferrari aujourd'hui et qu'on retrouve un Komodo, Alfa Romeo ou Fiat, c'est quand même regrettable. Donc vous avez ce mythe qui est en train de se dessiner. Donc BYD va monter en flèche, c'est une certitude. Et sur le Bitcoin, vous avez un état de grâce qui est très clair, qui est que moi je ne suis pas fanatique du Bitcoin, je ne suis pas, c'est là la valeur ajoutée justement, c'est que je ne vous vends pas le Bitcoin comme maximaliste en disant ouais le Bitcoin va tout remplacer, non, c'est pas la question. Mais par contre, quand je parle à des brokers, par exemple, partout dans le monde, hein, que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, ici, je m'aperçois qu'il y a une pénurie de Bitcoin et que tout le monde a besoin de Bitcoin parce que vous pouvez tout faire avec le Bitcoin et c'est justement ce qui est formidable. Vous pouvez faire passer des paiements que vous ne pourriez pas faire passer, vous pouvez, après, avec de l'USDT, justement, vous pouvez faire un petit peu tout ce qui est plus possible avec de la monnaie. Parce que les banquiers vont vous demander où que vous soyez, un KYC, qui vous êtes, et l'origine des fonds, et comment est-ce que vous avez gagné l'argent, et pourquoi, et d'où il vient. Et donc, finalement, vous ne le faites pas, vous le faites différemment, et donc vous le faites en Bitcoin. Donc, c'est pas, là aussi, ce que personne n'a vu venir. Je ne cherche pas à m'envoyer des fleurs, mais ce que j'avais vu venir, c'est quand on disait il y a 8 mois, le Bitcoin va faire, l'or va monter, le Bitcoin va monter. Ne faites pas de mauvaise comparaison. Et j'ai dit à tout le monde, le Bitcoin et l'or, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin est mauvais. Au moment où vous placez votre argent, moi je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas gestionnaire de fonds, je conseille essentiellement des entreprises.
je fais des affaires et je place mon argent aussi. Ça veut dire que j'ai une vision très concrète des placements. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de businessmen qui s'exposent très peu au marché action, parce qu'ils savent comment faire des affaires et faire travailler le cash. Et généralement, le problème des gestionnaires de fonds, le problème des conseillers en gestion de fortune, généralement, après il y en a des bons bien sûr, c'est que ces gens-là ont des visions très théoriques des situations. Alors que lorsque vous placez votre argent, vous n'avez pas besoin de lire beaucoup la presse économique ou d'écouter des gens comme moi ou d'autres pour savoir si une valeur refuge est une valeur refuge. Sous-entendu, si elle va perdre de la valeur potentiellement ou pas. Vous le savez. Vous savez ce que représente l'or, vous savez ce que représente le Bitcoin et vous savez que ça n'a rien à voir. Donc le Bitcoin ne pouvait pas avoir la même destinée que l'or parce que ça n'est pas la même configuration. Il y en a un qui est numérique, il y en a un qui est physique, il y en a un qui a 15 ans, il y en a un qui a des milliers d'années, il y en a un qui est dans les réserves des banques centrales aujourd'hui considéré comme une monnaie, même s'il a été démonétisé. De l'autre côté, il y en a un qui n'est pas une monnaie, qui est opéré par des sociétés assez opaques aussi, donc ça n'a rien à voir, c'est pas une valeur refuge. Par contre, le Bitcoin, comme outil pour travailler, pour faire passer des paiements, a un avenir très prospère. Donc il y aura une demande de Bitcoin et le cours va monter. Donc sur l'aspect spéculatif aujourd'hui, si vous avez acheté de l'or l'année passée, vous quittez l'or si vous avez envie de spéculer, sinon vous le gardez. Vous pouvez même en racheter si vous voulez investir sur de long terme. Si vous voulez de la sécurité, rachetez de l'or aujourd'hui encore, et on se retrouve dans 5 ans, et vous aurez largement protégé votre épargne et vous aurez même gagné de l'argent. Si vous êtes plus jeune, au sens de téméraire, vous achetez du Bitcoin et du BYD. 50-50, moitié-moitié, vous êtes sûr de gagner. En 9 mois, je caricature, bien sûr. Et je ne cherche pas à faire de placement qui plus est. C'est ni un appel à l'épargne, ni... parce qu'autant sur l'or, j'ai beaucoup de relations avec des opérateurs sur le marché de l'or. Chez BYD, je vous assure que je n'ai pas de contrat, et sur le Bitcoin non plus. Ce qui est très particulier également aussi, c'est que vous avez finalement plusieurs blocs. Comme je le disais précédemment, c'est l'industrie qui va prendre le dessus. Il y a des blocs qui vont être positionnés, il y en a qui ne le seront pas. Malheureusement, l'Europe ne le sera pas. Si elle ne change pas de cap, je voudrais qu'elle change de cap, mais je n'ai pas l'impression qu'elle change de cap. Les pays, les blocs qui seront disposés à accueillir de l'industrie sont des blocs, c'est très simple, qui ont des schémas d'imposition assez accommodants et qui ont de l'énergie. Donc le Moyen-Orient, après il y a l'Asie, il y a la Chine évidemment, Singapour, vous avez des sociétés justement dans les nouvelles technologies en Chine, comme Huawei, qui sont particulièrement plus grosse introduction en bourse en 2023, 3 milliards de dollars levés, donc 20 milliards en renminbi chinois, qui sont selon moi des pépites et qui vont permettre justement de se greffer à des points de croissance phénoménaux, parce que pour beaucoup de sociétés justement, même chinoises, et y compris dans les secteurs, comme je le disais, moins racoleurs que ceux qui font du retail, Netflix, Amazon ou en Chine aussi, il y a déjà eu énormément de croissance ces derniers temps, donc le train est peut-être passé, mais il en reste quelques-unes. Donc il faut avoir une logique de secteur d'activité et de zone géographique. Ne vous sentez pas obligé d'investir sur le marché américain si vous pensez que le marché américain est surévalué. C'est totalement idiot. Si vous pensez qu'un marché est cher, pourquoi est-ce que vous y mettriez votre argent? L'argent est rare. C'est ce que j'expliquais précédemment. D'un côté, on en a pas assez, on en a trop parfois et on doit le placer. De notre côté, l'argent manque. Donc il y a beaucoup, comme outil justement, d'affaires à mener avec de l'argent et une certaine préciosité qui fait qu'il n'y a aucun intérêt à le placer sur une valeur américaine surévaluée. Alors les gens, en règle générale, quand je dis les gens, c'est justement pour imager, ont moins de regrets lorsqu'ils ont perdu de l'argent en investissant sur une grosse valeur américaine que sur une petite valeur asiatique, parce qu'ils ont l'impression de faire une erreur, justement, ou de se tromper, d'avoir écouté personne. Donc au niveau investissement, moi, ce que je prône, c'est le marché chinois aujourd'hui, très clairement, et une logique très industrielle. Oubliez la tech, oubliez ces secteurs-là, oubliez tout ce qui n'est pas concret, pensez à ce qui sert réellement à convaincre des investisseurs. Si vous faites une levée de fonds aujourd'hui et que vous êtes jeune entrepreneur et que vous arrivez devant des investisseurs, comme je le disais précédemment, l'époque a changé. Il y a eu une période où il suffisait de parler de la tech, il suffisait même d'être jeune. Il y a eu une tendance à ce niveau-là où vous arriviez en disant « voilà, on va faire une fintech ou on va faire ça ». C'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a pas une catégorie d'investisseurs, premièrement. Il y a des gens qui se retrouvent dans une situation ou une autre avec de l'argent, tout simplement avec des liquidités que vous allez pouvoir séduire.
Alors souvent, vous les séduisez parce qu'ils vous ressemblent un peu, et parce qu'ils voient en vous quelque chose qui leur rappelle un peu ce qu'ils étaient, ou peut-être ce qu'ils ne sont pas, ou que vous évoquez ce qu'ils auraient voulu être. Mais il y a quelque chose qui fait qu'ils vous aiment bien et qui vont croire en votre projet par rapport à ça. Ça, c'est le postulat nécessaire. L'investisseur qui ne vous aime pas, il sera provocateur, il ne vous écoutera pas, ou alors il vous écoutera si c'est un poids lourd et puis il vous oubliera en 30 secondes. Mais en tout cas, il ne mettra pas d'argent. Donc le postulat doit être là. Mais pour qu'il mette de l'argent, pour qu'il arrive à franchir le cap, faut-il encore que vous soyez en capacité de lui faire comprendre que ce que vous avez entre les mains est réellement à même de générer de la valeur. La valeur, on l'a fait avec quoi? Entre guillemets, avec les gens qu'on va tordre. Pourquoi? Je parle cash parce que c'est la vérité, le client paye toujours trop cher, et c'est pour ça que dans les services, on paye trop cher aussi, parce que le service fait un peu rêver au départ, et pas vraiment l'industrie. Je disais précédemment que l'industrie... J'étais dans une usine il n'y a pas longtemps, et quand on se retrouve dans une usine, on voit toute la saleté, que ce soit pour faire du béton, du métal, ou du plastique, ou quoi que ce soit, toute la saleté qu'on ne retrouve pas sur le produit fini. Et c'est toute cette saleté, tout ce fracas, tout ce bruit qui fait que l'investisseur ne va pas sur l'industrie, et que par contre, quand on lui parle justement de tech ces derniers temps, ou d'autres sujets beaucoup plus exaltants, beaucoup plus sexy au sens financier du terme, il y va, parce que ça le fait rêver. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui fera gagner de l'argent. Et si vous voulez avoir une chance de séduire un investisseur aujourd'hui, il faut être dans cette catégorie qui permet de gagner de l'argent, c'est-à-dire avec une industrie sous-jacente. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est que vous avez un système qui est un peu en jachère en quelque sorte. On est à la croisée des chemins, on s'en aperçoit, à tous les niveaux, hein, politique, personnel, schémas familiaux. Il y a plus, on ne comprend plus vraiment. En Occident, hein, en Europe beaucoup d'ailleurs. Ça s'arrange aux États-Unis, mais j'aimerais que ça s'arrange ici. Mais c'est mal parti. Il y a des pays qui sont encore dans leur corps, qui savent où ils vont. Ce n'est pas le cas ici. Et toutes les structures, nous étions des pays, des États de structure. Les grandes valeurs ajoutées de l'Europe, c'était qu'il y avait des structures. On avait structuré les choses. Il y avait des agences, il y avait des opérateurs, il y avait des groupes, tout était très bien organisé. En Russie, tout est très mal organisé. En Afrique, j'en parle même pas. Par contre, ils se débrouillent. Au final, la finalité n'est pas très différente, hein. En Afrique, oui, mais en Russie, pas vraiment. On s'aperçoit même que ça marche mieux. Et parmi les grandes structures de l'Occident, il y a eu la bourse, évidemment. Bourse, qui est une grande création occidentale, américaine. Je rappelle que 60% des capitalisations boursières sont américaines. Et aujourd'hui, ce que je vois qui manque par rapport à des clients qui me consultent ou des relations que j'appréhende, que j'expérimente, c'est que finalement, la bourse ne permet pas aux PME de se financer, les banques ne permettent pas, comme je le disais, aux PME de se financer, donc il faut faire des levées de fonds. Et il y a quelque chose qui n'existe pas. C'est une plateforme qui permettrait finalement aux sociétés assez ordinaires, mais quand je dis PME, ça peut être des ETI, hein, c'est pas, et ça peut même devenir ce qu'on appelle des licornes, des sociétés qui vont avoir un bel avenir. Et il n'y a pas une plateforme qui permet à des sociétés finalement ou à des projets tout à fait cohérents de se financer, d'être mis en relation avec des investisseurs, de faire entrer des capitaux avec une facilité de sortie de capitaux. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui un titre Amazon, par exemple, ou Stellantis, vous savez que votre titre est liquide. Vous savez que vous allez pouvoir le vendre facilement puisqu'il y a un opérateur de marché, vous l'avez acheté sur une bourse, donc c'est Euronext, le Nasdaq, les bourses qui opèrent le marché. Par contre, si vous prenez des parts dans une société en laquelle vous croyez, parce que vous voyez que le projet est solide, et vous vous dites cette usine va exporter tant d'aluminium par an, ça va générer du cash, ça va marcher, ou ce projet, même dans la tech, dans la blockchain, va marcher. Vous dites, si je veux revendre mes titres, je ne peux pas. Et pourquoi vous ne pouvez pas? Pas parce que c'est impossible, mais tout simplement parce que le système était ainsi fait que jusqu'à présent, si vous voulez de l'exposition, c'était la télévision et rien d'autre, par exemple. Et si vous vouliez investir, c'était la bourse et rien d'autre. Et si ce n'était pas la télévision dans le premier cas, si vous organisiez un événement public, c'était ici avec quelques
quelques dizaines, centaines, milliers de personnes au maximum pour les grandes salles. Mais ça ne dépassait pas ça. Et vous ne le mettez pas sur les réseaux sociaux le lendemain. Et aujourd'hui, ça, c'est terminé. Ça veut dire que si vous avez un projet qui vaut le coup, si vous avez un projet qui va générer de l'argent, vous êtes en capacité de séduire du monde, à la fois des clients ou des investisseurs. Mais vous n'avez pas encore la capacité de faire entrer des investisseurs, des capitaux, qui vont se dire finalement je ne serai pas bloqué. Combien de sociétés ont opéré des levées de fonds, même des très grosses sociétés qui ne sont pas cotées, on les oublie souvent, comme Stripe par exemple, même Elon Musk avec SpaceX, il y a énormément de groupes qui ne sont pas cotés, qui opèrent des levées de fonds par rapport à leur notoriété. Et ce que je veux dire aujourd'hui, principalement aux gens de ma génération, finalement, jeunes ou moins jeunes, mais si on a entre 20 et 60 ans, ou 70 même, et qu'on veut entreprendre, et pourquoi pas même plus, mais si on est actif, en tout cas, si on est dans la vie active et dans le business, c'est que rien n'est impossible, et que si vous avez un projet qui est rentable, la structure pour lever des fonds, vous la trouverez. Des investisseurs, il y en a, mais c'est peut-être pas ceux auxquels vous pensez. Quand vous pensez à l'investisseur, vous pensez toujours à quelqu'un qui est bourré de pognon, qui ne sait pas quoi en faire et qui se dit il va falloir que je le dépense ou que je l'investisse. C'est pas ça du tout. Et l'investisseur, justement celui qui a de l'argent, quand il voit celui qui organise une levée de fonds, il pense qu'à une chose, il se dit oui, il a besoin d'argent. Donc s'il a besoin d'argent, ça me fait peur et je ne mettrai pas mon argent. Et l'un et l'autre n'ont pas tort. Sauf qu'en réalité, c'est très différent. C'est que d'un côté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'argent, mais qui ne soit pas prêt à le dépenser. Et que de l'autre côté, il y ait quelqu'un qui ait besoin d'argent, mais qui ne soit pas prêt non plus à le dépenser. Moi, aujourd'hui, si je salarie quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il dépense de l'argent, c'est pour qu'il économise de l'argent. Le plus dur, c'est de savoir dépenser l'argent. Il y a un engrenage dans la levée de fonds. Tous les gens qui organisent des levées de fonds se prennent au jeu. Ils n'ont pas levé les fonds, mais comme ils espèrent lever des fonds, il faut qu'ils justifient des frais. Donc, au départ, la levée de fonds, c'est 1 million. Finalement, ils se disent, ouais, mais si on prenait des bureaux à tel endroit, on pourrait... Alors, et là, on lèvera 2, et on lèvera 3. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est un investisseur, qui voit qu'une chose, lorsqu'il arrive le pédigré que je viens de décrire, il se dit, bon, lui, soit il ne tient pas la route et il n'a pas compris comment mener une affaire, c'est-à-dire en économisant, soit il est en train d'essayer de me plumer, il ne cherche pas à faire une levée de fonds pour une affaire rentable, mais il cherche à faire une levée de fonds pour se libérer un salaire de directeur général, et pour gagner sa vie sur la société pendant 2 ou 3 ans. Et c'est ce qui fait que 90% des levées de fonds ne marchent pas. C'est pas grave. Par contre, ce qui est dommage, et ce que je vois tous les jours, et ce que j'essaie à mon niveau, et je l'ai réussi à de multiples reprises, de faire évoluer, c'est les situations des 10% restants qu'on voit dans un sens comme dans l'autre. Et ceux-là, on les repère de suite, généralement. Sauf que, moi, si je veux faire une levée de fonds demain, par exemple, je vais m'exposer, exhiber même, sur les réseaux sociaux, sur quelques plateaux, je vais raconter mon projet si je sais réellement que le projet vaut le coup. Et il est possible que j'arrive à lever quand même quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions. Avec un projet qui vaut le coup, hein, pas pour mes beaux yeux. Mais un peu quand même. Hein. Un peu parce que pour les beaux yeux, il y en a qui viennent. Les beaux yeux, c'est... Non, mesdames, c'était de l'humour. Les beaux yeux, c'est le fait de pouvoir être exposé, c'est de pouvoir être vu déjà. Mais... vous pouvez avoir un projet bien meilleur. Si vous êtes totalement anonyme, les investisseurs vous connaîtront même pas, ils vous auront pas vu. Et si demain, par exemple, je m'associe à Elon Musk, il est probable qu'on lève encore plus de fonds. Et il ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il en lève plus, même si je ne suis pas dans l'affaire, parce que ça pourrait faire tâche dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez 10% de personnes aujourd'hui, à la fois côté investisseur et côté entrepreneur, qui ont soit des liquidités et qui sont sérieusement prêts à les investir, soit côté businessman, des gens qui ont de vrais projets très solides, mais qui sont amalgamés au flot de gens qui ne sont pas sérieux. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, si vous ne le faites pas, je le ferai, c'est qu'il faut créer une plateforme qui permette d'opérer un marché simplement pour la mise en relation entre les investisseurs et les businessmen du monde entier, au Moyen-Orient, à Singapour, en Europe, aux États-Unis, partout, mais sans se fourvoyer, mettre son nez, se mêler, un tant soit peu, des cessions de titres ou des acquisitions. Simplement la mise en relation. Parce que d'un côté, les plateformes de crowdfunding, pour le moment, c'est très limité.
De notre côté, la bourse, comme je le disais, ça marche plus parce que c'est trop compliqué également. Si vous êtes une société, il y a toujours une ambiguïté dans les affaires, encore plus aujourd'hui qu'avant. Pour qu'une affaire fonctionne, il faut que le schéma soit un peu ambigu, qu'on ne comprenne pas exactement pourquoi, mais vous savez pourquoi. Donc quand c'est une levée de fonds, c'est facile. Vous arrivez devant l'investisseur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais balader un investisseur. Dites la vérité. Vous lui expliquez, vous lui dites très clairement, voilà, moi, je vous explique, je suis très ami avec un tel qui est à l'autorité des marchés financiers en France, je suis français, vous allez voir un investisseur à Dubaï, lui dit on fait une plateforme là, d'échange de crypto-monnaies. Bon, il y en a plein déjà, mais avec 10 millions d'euros, là, on va faire une belle architecture, et moi je vais la faire enregistrer sur liste blanche à l'autorité des marchés en France. Généralement, l'investisseur se dit oui, c'est pas idiot, on connaît le système aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Ce qu'il faut surtout, c'est être en capacité de faire les choses, avoir le droit de les faire. C'est pas seulement avoir l'idée. Alors, il y a l'idée parfois, peut-être qu'il y en a qui inventent encore des technologies et qui peuvent, bien sûr, ça existe aussi. J'avais le cas d'un client russe, d'ailleurs, il y a quelques années, qui avait, avant les sanctions, qui avait une technologie très moderne pour fabriquer de l'alimentation pour animaux moléculaires et qui avait besoin de 90 millions de dollars pour créer toutes ces chaînes d'usines. Mais un marché, tout ceci a été interrompu, mais pour d'autres raisons, mais un marché phénoménal à prendre, en Chine notamment. Ils élèvent beaucoup de cochons, beaucoup de porcs en Chine. Ils ont besoin de les nourrir, pas comme du pata negra corse. Donc il y avait un marché. Et l'affaire valait le coup. C'était tout à fait cohérent comme business, tout à fait logique. Et là, vous pouvez trouver des investisseurs pour ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour lever des fonds, la première chose, c'est de se dire, est-ce que mon affaire vaut le coup? N'essayez jamais de vous convaincre à qu'elle le vaut si elle ne le vaut pas. Ça ne sert à rien, vous perdrez du temps. Si vous avez le moindre doute, c'est que l'affaire ne vaut pas le coup. Si vous vous dites, je ne sais pas vraiment quel est le modèle économique, mais on s'en apercevra plus tard, non, c'est que ça ne marchera pas. Sincèrement, tous les gens, ça démarre souvent par la passion, on se dit, oui, mais je connais bien, je vais peut-être... Non, si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose, mais que vous ne l'avez pas découvert encore, creusez, vous allez finir par comprendre. Je disais que c'est le client qui se fait escroquer généralement, c'est vrai. Et l'investisseur, c'est un client. Il y a des investisseurs qui se font escroquer aussi, qui mettent de l'argent pour les beaux yeux, justement, du businessman, mais ils ont tort, ils lui en veulent, après ils le regrettent. Mais le principe même des affaires, c'est de faire payer un produit ou un service trop cher. Si vous ne faites pas payer trop cher, vous n'avez pas de marge. Si vous fournissez un service qui vous a demandé réellement le coût et que il n'y a pas de marge. Et c'est pour ça qu'on gagne beaucoup plus sur les services que dans l'industrie aussi, parce que l'industrie coûte cher généralement. Le service, c'est assez facile. On peut maquiller les secrétaires qui ont travaillé, les assistants sur les dossiers, et que finalement, alors, encore plus avec l'IA aujourd'hui. Mais l'investisseur, c'est un client averti, c'est quelqu'un qui va redoubler justement de méfiance à l'endroit de celui qui veut faire investir des capitaux. Et celui-ci, généralement, vous n'allez pas le tordre. Donc il faut arriver avec un produit. Le produit, c'est le business model, qui soit vraiment solide et qui permette de justifier que vous allez savoir gagner de l'argent. Pourquoi je disais que l'argent est disruptif? Parce que tout le monde, tout ce que nous cherchons quand on parle d'affaires, il y a le reste, il y a la santé, il y a la vie privée, sentimentale, ça c'est... On pourra en parler, mais moi je n'ai pas fait mon sujet à proprement parler, c'est pour ça qu'il y a des conseillers en développement personnel, des coachs sportifs. Mais si vous parlez de business, tout le monde cherche de l'argent. Que ce soit l'investisseur qui en a déjà beaucoup, moi qui viens d'un milieu assez prolétarien, pas ordinaire, il y a une chose qui m'a marqué en avançant, c'est que je croyais que j'allais m'embourgeoiser, je pensais que j'allais rencontrer des bourgeois, j'en ai rencontré. Et quand j'ai avancé encore un peu plus, que j'ai gagné encore plus d'argent et que j'ai côtoyé d'autres milieux, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de bourgeois. Et qu'il y avait la même chose qu'au départ, il y avait des gens qui avaient faim. Il y avait des gens qui avaient envie, plus que les autres. Et ceux-là, ils étaient comme disent les gens de ma génération plus jeune aujourd'hui, en mode survie. Ils étaient dans une condition tout à fait animale. Ils voulaient vraiment gagner de l'argent, eux. Ils ne voulaient pas perdre de temps, ils avaient ce bras de fer-là. Le bourgeois, c'est celui qui vit bien, c'est celui qui a un peu de moyens, il n'a jamais mené une vie exceptionnelle ou exaltante, mais ça va. Il a pas... On dit la bourgeoise, généralement.
celle qui a le caniche. Pas, tout va bien, mais c'est pas les aventures incroyables. Le businessman qui a réussi, croyez-moi, il a une belle vie généralement. Il va dans de beaux endroits, c'est jamais pareil, c'est pas la même maison de campagne tous les étés pendant 2 mois au même endroit, même si c'est bien hein, par ailleurs. Mais c'est une autre vie. Et arrivé plus haut, j'ai vu que justement, ceux qui avaient réellement réussi dans les affaires, c'était ceux-là. Alors après, il y en a qui ont fait justement leur modèle de la réussite, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, hein, parce que c'est une carte de visite formidable, notamment pour lever des fonds. Si vous avez vraiment du mal d'ailleurs, si vous savez que votre affaire vaut le coup, vous en êtes sûr, sinon ne perdez pas de temps, n'en faites pas perdre aux autres, mais même n'en perdez pas. Mais si vous savez vraiment que votre affaire vaut le coup, mais que vous n'êtes pas dans le sérail, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler aux gens qui ne sont pas dans le circuit. C'est pas simplement aux gens, moi ce que j'aime, c'est un peu désuet, hein, ringard, mais c'est réellement la valeur, c'est réellement la réussite. Et c'est pour ça que quand je vois la France aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a été, ça me rend malade. Parce que je vois qu'il y a des endroits où on sait encore ce qu'est la valeur, où on a envie d'en créer, où on a envie de la puiser, de la chercher. Et quand je vois des gens qui partent de rien, justement, qui manquent de capitaux, mais qui ont réellement quelque chose entre les mains, ceux-là, premièrement, moi, dans mon côté qui n'est pas très social politiquement, mais individuellement, finalement, qui va l'être, j'ai envie de les aider et de leur apporter quelque chose. Et le conseil que je peux leur donner à ceux-là, c'est que si vous savez que l'affaire vaut le coup et que vous n'êtes pas dans le circuit, faites comme si vous l'étiez déjà. Frappez à toutes les portes de ceux qui refuseront, mais qui auront eu, parce que vous êtes quand même suffisamment logique pour avoir présenté quelque chose d'efficace, qui vous auront attribué le label, l'honneur de vous avoir refusé. Et là, vous pourrez arriver ailleurs en disant, voilà, eux vont peut-être entrer, c'est pas sûr, ou eux ont refusé, et ne serait-ce que ceci apporte déjà une crédibilité. Pourquoi? L'exemple type, c'est Xavier Niel, par exemple. Xavier Niel, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est très sympathique d'ailleurs, hein. Et on ne sait pas finalement exactement comment, mais vous apercevrez que c'est le trait de tempérament de tous les businessmen, hein, pas seulement les milliardaires. L'origine de la réussite, vous ne la comprenez jamais. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en avançant. Vous posez toutes les questions, vous comprenez le parcours, vous comprenez ce qui a fait que la personne a pu être connue, vous comprenez ce qui a fait que la personne a eu, après, la possibilité d'acheter, on dit, il a eu l'intelligence prodigieuse, je ne parle pas de Niel précisément, là, mais d'autres, d'acheter telle marque, par exemple. Et il a eu le coup de génie d'acheter ça au bon moment. Ok, fallait-il avoir les moyens de le faire? L'accès au crédit, la liquidité, mais le début, ça a été quoi? Et c'est souvent ça qui manque. Pourquoi? Parce que le début est toujours malhonnête. Le début d'une réussite repose toujours sur une ambiguïté. L'ambiguïté, vous ne la dévoilez pas. Vous laissez planer le doute ou le mystère. Et après, vous avez justement toute une foule des groupies qui vont se dire, bon, et parfois à raison, hein, et c'est ce qui fait que ça, c'est pas totalement idiot d'ailleurs, on se dit, il a quand même réussi, donc là, s'il fait ça, il va pas faire une sottise, pour être assez poli. On dit, il y a quand même une logique derrière, sinon il le ferait pas. Et donc tout le monde y va. Et parfois, c'est là qu'il y a une grosse erreur. Idem en investissement, hein. Moi je fais des erreurs parfois. Mais peut-être que pour ceux qui m'écoutent, il y a beaucoup qui vont se dire, il est quand même cohérent sur tout le reste, hein. Là il s'était pas trompé, mais manque de chance, peut-être que vous allez tomber dans l'erreur. Et cette erreur, pour moi, ça sera mon 10% d'erreur, ou mon 40%, mais la minorité, et pour vous, ça sera votre 100%. Et vous avez beaucoup de businessmen qui ont réussi, qui ont fait justement de leur gloire et de leur succès, de leurs relations. Pour lever des fonds, c'est bien d'avoir des relations, ne serait-ce que d'avoir des photos, justement des groupes qui se sont intéressés, des partenariats, même pas rentables au départ avec des grands groupes. Ça marche, ça a permis d'apporter une crédibilité. Donc, il ne faut pas, pour être précis, j'avais dit 45 minutes, donc je vais essayer de ne pas trop dépasser, que la liquidité soit un problème. Une fois que vous aurez réussi à faire entrer du cash, un jour ou l'autre, vous saurez comment faire par la suite.
Et je vous dévoile le secret, il n'y a qu'une méthode, c'est avoir une affaire rentable entre les mains. Si vous n'avez pas une affaire rentable entre les mains, un projet rentable, oubliez l'idée de chercher du cash, vous allez perdre de l'argent. Réellement, j'ai levé beaucoup d'argent dans ma vie, dans les commodités, dans d'autres secteurs, et j'ai essayé d'en lever beaucoup dans des secteurs où ça n'a pas marché, et le point commun des réussites comme des échecs était que les réussites étaient fondées sur des business qui allaient marcher, et les échecs sur des business qui n'allaient pas marcher, mais que j'avais envie de faire. Et les investisseurs ne sont pas venus. Et ça, c'est réellement le point commun des échecs et des réussites dans les levées de fonds. Donc l'argent est un outil, il le sera toujours, vous n'en aurez jamais assez. Au moment où vous en aurez gagné, il faudra savoir le placer. La domiciliation aujourd'hui des sociétés est un grand problème. C'est vrai que quand on veut lever des fonds, bon, on n'a pas vraiment envie de les lever. Ici, premièrement, on a du mal, et surtout de se dire comment est-ce que je vais être séduisant, puisqu'on est dans un schéma quand même très mondialisé, pour montrer une affaire qui va être assez international, mais qui va être déclaré en France, avec un schéma d'imposition très élevé, des tensions bancaires, politiques. Donc il vaut mieux s'orienter vers d'autres pays. Singapour, Dubaï. Je parlais de Dubaï précédemment parce qu'à Dubaï, c'est un peu le monde de tous les possibles. Regardez, alors sur la tech encore plus, hein, même que sur l'industrie, mais l'industrie, pourquoi pas, parce qu'il y a de l'énergie. Si vous voulez créer une société dans la tech, domicile à Dubaï, l'imposition est bien, les relations avec les banques sont bien. Tout va bien. Singapour, c'est un petit peu la même chose. Après, vous avez les monnaies aussi. On peut avoir des préoccupations sur... Mais alors ça, vraiment, les fluctuations monétaires, aujourd'hui, tout le monde en parle parce qu'on prétend que le dollar baisse finalement. Sincèrement, si vous comparez le dollar avec l'euro, sur ces 15 dernières années, je n'ai pas fait les calculs, mais vous devez avoir 25% de perte de valeur en euros, hein, pour l'euro vis-à-vis du dollar. Entre 2010 et 2025, si on prend 15 ans, l'euro a dû perdre 15% de sa valeur par rapport au dollar. Donc quand on arrive aujourd'hui en disant Donald Trump a fait foirer le dollar, il ne sait pas la politique qui... Non, Donald Trump traduit sur les États-Unis ce que je vous dis depuis le début de cette conférence. C'est que faire semblant, c'est fini. C'est que l'architecture des systèmes uniquement par la dette ou par le feeling ou par les faux espoirs, c'est terminé, qu'il va falloir de l'industrie, de la vraie, il va falloir exporter, il va falloir vendre des choses, il va falloir produire, il va falloir non plus être séduisant, mais être en capacité de dire « moi j'ai ça, vous le voulez, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement, donc vous me l'achetez et vous payez ». Et ça, c'est la logique de businessman de Donald Trump. Mais on n'a pas de businessman qui dirige la France ou qui dirige l'Europe. Comme disait Bernard Arnault récemment, vous avez une Europe qui est constituée de bureaucrates, une bureaucratie qui dirige l'Europe. Et Donald Trump n'est pas un bureaucrate. Et même les personnes... Moi, je soutiens à 100% Donald Trump, non pas parce que je le trouve fascinant, quoique, mais parce que je comprends ce que les autres n'ont pas voulu comprendre, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué, la logique de business qui est que pour des pays qui ne sont plus émergents, Moyen-Orient, la Chine, tout ça, il va falloir réellement exporter, vendre des choses et vendre de l'industrie. Donc il veut refaire des États-Unis un pays industriel. Petite fluctuation à la baisse sur le dollar. Ce qui se passe sur les monnaies, ça s'explique par maintes raisons et surtout obligataires, hein, généralement. Donc là, on a compris. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra où en sera l'euro dans 3 ans, où en sera surtout la situation industrielle de l'Europe et la production industrielle en Europe et aux États-Unis. Et je pense que les vainqueurs seront plutôt à l'ouest. Alors à ce moment-là, par contre, si vous avez, pour être quand même assez précis, réellement de la liquidité, que vous ne voulez pas l'investir dans ni BYD, ni Bitcoin, ni de l'or, c'est très simple. Là, c'est un peu la première fois où j'ai pu me tromper par le passé, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas si le dollar va baisser sur une année, si l'euro va monter, si... Par contre, tout ce que je sais, c'est que c'est un peu comme sur l'or, quand on dit que 1 kilo d'or ou 1 gramme d'or n'est pas à mesurer par rapport aux monnaies ou par rapport aux actions, mais par rapport à l'or lui-même, parce que c'est un peu la mesure de base de la monnaie, c'est vrai. Et le dollar, tant qu'il y aura des monnaies fiat, sera un petit peu l'unité de base. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un vrai cataclysme sur le dollar sans qu'il y ait un cataclysme général. Parce que vous avez des monnaies qui sont arrimées au dollar aussi, à Dubaï d'ailleurs, dirham des Émirats. Vous avez tout un système boursier, vous avez toute une économie sur les matières premières qui repose sur le dollar. Donc vous ne pouvez pas avoir un cataclysme sur le dollar, vous pouvez l'avoir sur d'autres monnaies. Par contre, en effet, aujourd'hui, peut-être que avoir des comptes, pour ceux qui en ont, pour les plus gros patrimoines à Singapour, sur une monnaie qui n'est pas arrimée au dollar, en dollars de Singapour, ça peut être intéressant parce que ça fluctuera moins à la baisse si le dollar baisse. Mais ça, entre guillemets,
sont de bons problèmes, puisque les excès de liquidité concernent rarement les entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs savent ce qu'ils ont à faire de leur liquidité, et généralement, ils peuvent en manquer. Merci d'avoir été là ce soir, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Tom. On va passer. Non, quelques questions pour ceux qui éventuellement auraient des questions. Alors n'hésitez pas, je passe le micro. Oui, bonsoir, merci pour cette présentation, cette conférence. Le parallèle, parlons de Donald Trump qui est aujourd'hui à la tête d'un pays, la comparaison entre un businessman et un pays s'assimile au fait à le fait qu'un pays puisse être une entreprise. Il y a 33 000 milliards de dettes aux États-Unis. Est-ce qu'on peut vraiment assimiler la résolution et toutes les actions qu'est en train de faire Trump aujourd'hui pour réindustrialiser? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ces 33 000 milliards? Alors, la dette, c'est un problème qui est global, qui concerne pas seulement les États-Unis. Il y a 360% de dette par rapport au PIB global, hein, ce qui est phénoménal. Donc pour tous les États, hein, le PIB global, on doit être en dessous des 100 billions, 100 trillions à peu près. On a donc 3,6 de plus en pourcentage en dette. Après, il y a une méthode qui est quand même assez simple si on veut rembourser de la dette extérieure, parce que le vrai problème, c'est la dette extérieure plus que la dette intérieure, celle qui fait partir des devises. Donc si on veut rembourser de la dette extérieure sans trop perdre de pouvoir d'achat à l'intérieur, il faut quand même avoir une capacité de vendre des produits. Donc la logique d'exportation de Donald Trump, selon moi, est tout à fait logique, par rapport à tout à fait raisonné, tout à fait calculé. Je m'étonne de la mauvaise foi de beaucoup d'analystes qui, justement, sur les plateaux de télévision, il y a aussi un phénomène, même sur des... aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle médias mainstream, médias alternatifs, et y compris sur des médias alternatifs, beaucoup de personnes qui dénigrent Trump aujourd'hui. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'était des personnes qui étaient exposées au marché action américain. Et si vous êtes exposé au marché action américain, vous vous dites, bon, les cours ont baissé ces derniers temps, on en veut à Trump parce que c'est quand même lui qui a mis une pagaille, puisqu'on est à Marseille, colossale, qui a semé le trouble, le chaos. Donc on en veut à Trump pour cette raison-là. Sur le long terme, il a parlé d'opération chirurgicale et la métaphore est tout à fait juste. Évidemment qu'il y a un moment où ça va faire mal, évidemment qu'il y a un moment où il fallait cette piqûre de rappel, où il fallait remettre les choses dans l'ordre pour les États-Unis, comme il faudrait le faire pour l'Europe aujourd'hui. Mais il peut y avoir naturellement des dommages collatéraux. Pour ceux qui étaient les plus astucieux, les plus malins, on avait compris que ça allait se produire et que sur le marché américain, il y aurait ces troubles, mais qui vont continuer, voilà, sur les grosses valeurs qui ne sont pas industrielles. Mais il y a le second volet après. Et ça fait 2 mois qu'il est là. Quand j'entends, je ne suis pas le défenseur de Trump, à tout prix d'ailleurs, hein, mais quand j'entends dire, voilà, Trump a agi, les marchés ont baissé, sur la dette, pareil, il n'avait pas vu le coup. Attendez, il a pris une décision, ça a bougé. On verra où on en sera dans 6 mois et dans 8 mois, parce que vous allez avoir les baisses d'impôts aussi après. L'économie américaine, ce n'est pas une économie paralysée, et pas une économie paralysée encore moins par Donald Trump. Si vous aviez de grosses baisses d'impôts en Europe et de l'énergie, peut-être que vous diriez ça vaut le coup de s'industrialiser, de se réindustrialiser. C'est ce que fait Trump aux États-Unis, c'est mon avis. Oui. Bonsoir. Je suis impressionné par votre capacité avec cette fougue. Vous avez raison. et vous êtes un passionné de tout ce qui concerne l'argent, la bourse, Taïwan, les investissements, les levées de fonds, etc. Nous, au CJD, c'est écrit là sur ce tableau, c'est l'homme, c'est l'économie au service de l'homme. Et peut-être en vieillissant, moi je suis un peu plus philosophe et je me rappelle que l'argent fait vraiment pas le bonheur. C'est de plus en plus avéré et je suis inquiet, moi, d'avoir l'impression que je suis content qu'il y ait des milliardaires, tant mieux pour eux, mais il semblerait qu'il y ait tout cet argent qui soit entre les mains de plus en plus petit nombre de gens. Et voilà, dans mes philosophies du matin, je me dis mais où est l'homme là-dedans et
qu'est-ce que c'est finalement réussir? C'est de devenir milliardaire. Donc voilà ma question. Et je m'adresse, je sais, à un spécialiste de l'or et des bitcoins. Mais quelle différence vous faites entre réussir dans la vie et réussir sa vie? Moi, je voulais réussir ma vie. Hein. Je voulais pas réussir dans la vie au départ. Et je suis arrivé dans les affaires par accident, par obligation. Mais j'ai fait beaucoup de choses avant, beaucoup plus personnelles, des quêtes intellectuelles, physiques, sportives, qui me tenaient plus à cœur justement. Par contre, j'ai été surpris par le monde des affaires. Alors, c'est vrai et faux en même temps, parce que très jeune, j'avais pour objectif de vie professionnelle d'être entrepreneur, parce que j'associais ça à la liberté, mais je l'imaginais en l'étant dans des activités beaucoup moins financières, beaucoup plus intellectuelles, justement, quand même par passion. Et je m'en suis éloigné par la suite pour une raison très simple, c'est que quand j'ai avancé, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'intéressaient, certains qui me passionnaient même. J'ai été déçu par 80%. Il y en a 20% qui ont été des rencontres formidables. Il y a Alain Delon parmi ceux-là, il y a certaines personnes et d'autres. Alors ceux qui m'ont déçu, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont vivants en plus, c'est très connu. Mais je me suis rendu compte que les intellectuels que j'admirais un peu et dont j'imaginais avoir une capacité prodigieuse à m'apprendre des choses, finalement, n'avaient pas grand-chose au fond d'eux. Et que tout ce qui restait de net, c'était ce qu'il avait fait réellement et ce qu'il avait voulu faire, justement un peu par envie, par passion, et que ce n'étaient pas forcément les plus intellectuels qui étaient dans cette situation. Alors vous avez parlé en préambule, et là vous avez tout à fait raison, de la captation, on va dire, de la richesse par un nombre restreint de personnes. Phénomène qui s'est accru ces 20, 30 dernières années, surtout depuis les années 80-90. J'en ai parlé régulièrement au gré d'intervention, allègrement poussé par la numérisation de l'économie, parce qu'on peut générer des profits beaucoup plus facilement aujourd'hui, piloter des affaires à distance, dupliquer les directions, ce qui n'était pas possible avant. Avant, il fallait vraiment connaître le dirigeant. C'est là où il y a la distinction à faire aussi entre un dirigeant et un capitaine d'industrie, businessman, entrepreneur. Les businessmen ne sont pas forcément des bons dirigeants. Le bon dirigeant est beaucoup plus placide, finalement, très financier, très structuré. C'est quelqu'un qui sait faire des économies, qui ne cherche pas vraiment, qui restera un salarié très bien payé, bien sûr, mais qui va être un bon dirigeant, mais un peu moins téméraire. Et cette numérisation de l'économie a fait effectivement qu'il y a eu une captation d'un très grand nombre de richesses par un nombre restreint, mais ce qui sauve un petit peu tout ça, c'est la réalité de la demande, finalement, et les conflits. C'est la nature, il y a une forme de, puisque vous convoquez la philosophie, d'homéostasie en quelque sorte dans les phénomènes économiques aussi, qui fait que la Commission européenne tire des plans, les États-Unis d'autres, la Chine, et que finalement, parfois ça marche pas parce que ça va à contresens, et qu'il y a, vous savez, la grande qualité des je vais pas dire des Russes parce que ça serait mal vu, mais des gens de l'Est aujourd'hui. C'est le respect justement de l'homme, mais la virilité, la féminité, un peu les critères de base en quelque sorte. Tout ce qu'on a oublié en Occident, en Europe, et ce qu'on oubliait aux États-Unis justement. Et c'est un peu l'individualité de chacun comme ça qui fait qu'on peut aussi sauver le monde, hein, parce que finalement, il y a des collaborations à des systèmes qui ne se font pas. Et parfois, c'est cet individualisme qui fait qu'on va s'extraire des situations et qu'on va faire mieux évoluer la société. Et il y a des systèmes alternatifs qui apparaissent. Et sur l'aspect entrepreneurial, les crypto-monnaies, système alternatif, ça peut être voilà, la blockchain, tout ce qui va permettre d'échapper. S'il y a trop d'impôts, il y a des systèmes illicites pour échapper à l'impôt. Au départ, c'est pas légal, mais finalement, après, on ne peut pas l'empêcher. Et tout ceci sauve un peu le monde, finalement. Mais sur la dimension de mettre l'homme au centre de l'économie, je suis d'accord avec vous. Par contre, et c'est un vrai problème. Oui. Alors, j'ai deux questions sur deux sujets bien distincts. Le premier, c'est pour revenir donc sur Trump, qui fait, j'ai fait tout à l'heure dans la remarque dans la bagnole, c'est un petit peu Carlos Ghosn qui arrive chez Renault fin des années 90, cost killer, il détruit beaucoup de choses, beaucoup d'organisations pour rebondir et refaire de Renault une entreprise rentable. Donc j'ai eu cette image de Trump tout à l'heure, il dit cost killer sur les États-Unis, et ça nous ramène au sujet évoqué que finalement on n'a pas du tout abordé ce soir, c'était l'intervention de l'État. Donc en gros, il dit l'État paye plus rien. Et donc, est-ce qu'il y a déjà des analyses qui sont faites à l'échelle d'un pays, pas d'une entreprise, mais d'un pays, sur du cost killer,
Ça, c'est un premier point. Est-ce que le rebond est possible après effectivement avoir détruit des choses mises en place? Et j'avais un deuxième sujet qui nous renvoie chez nous beaucoup plus proche. On parlait de millions, de centaines de millions parfois de levées de fonds, et j'ai deux choses en tête. C'est Caporal, boîte française qui promettait de revoir la production du gin et qui a priori l'a fait, dure pendant des années. Caporal a été fermé il y a 15 jours. Donc est-ce que c'est manque d'intervention de l'État, manque de levée de fonds, un marché qui n'est pas prêt d'accueillir justement un produit innovant? Donc grosse perte à mon sens pour Marseille et puis justement pour cette industrie du vêtement. Autre sujet que j'ai en tête, il y a 15 jours, liquidation ou sauvegarde d'une autre entreprise qui était une pépite de la French Tech qui promettait de révolutionner la production de protéines. Donc on n'arrête pas de parler d'écologie, donc c'est une solution certainement vertueuse, mais à la fin 500-600 millions de levées de fonds, ils ferment. Malgré tout, est-ce que c'est le marché qui n'est pas prêt? Est-ce que l'État n'intervient pas assez? Est-ce que finalement notre système financier n'est pas là, n'arrive pas à les soutenir en attendant une modification des modes de consommation? Ouais, donc c'est vraiment des choses très globales. Donc d'un côté, ça me touche, cette perte de deux boîtes françaises qui promettaient un avenir vertueux, et puis la question cost-killer États-Unis impact. Alors, ouais. Alors peut-être démarrer sur Trump. L'objectif de Trump et ce qu'il est en train de mener est assumé depuis un moment et affiché. 1987 déjà, quand Trump était un anonyme acteur, en tout cas businessman dans son coin, il a expliqué qu'il regrettait que les Japonais prennent des parts de marché sur l'automobile américaine. Donc c'est pas du tout... Là aussi, quand on dit on comprend pas, il arrive d'un seul coup, il donne un coup de pied dans la fourmilière. Il fait ce qu'il a toujours annoncé finalement, et ce qu'il n'a pas été en capacité de faire précédemment. J'ai beaucoup d'amis qui côtoient des personnes et qui sont des gens infréquentables en France et qui sont en lien direct avec les plus proches de Trump aux États-Unis, et c'est ce qui a matière à me rassurer. C'est que je vois qu'aujourd'hui, l'administration de Trump, version 2, comme on dit régulièrement, n'a rien à voir avec Trump version 1, qui était encore un Trump qui était simplement locataire, mais qui n'avait pas les pleins pouvoirs. Est-ce que le fait de s'être fait tirer dessus a motivé? Peut-être, je ne sais pas. Et sur les boîtes qui ferment en France, c'est la conséquence malheureuse mais logique des politiques qui ont été menées. Quand vous avez justement des fluctuations à la hausse sur le coût de l'énergie, parce qu'on décide pour des raisons politiques d'entraver justement les relations avec la Russie, qui n'est pas le diable, comme on le prétend justement, alors qu'on fait qui plus est multiples dérogations pour continuer à faire venir du gaz russe, y compris par bateau, pas seulement en passant par l'Inde, mais directement de pavillon russe, on signe des dérogations parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. À partir de là, vous vous dites que forcément vous tirez une balle dans le pied de l'industrie. Après, vous avez la production d'ingénieurs aussi, en règle générale, qui est moins qualitative. Ça, c'est un vrai problème. C'est des pays, justement, il y a plus d'ingénieurs de qualité, des vrais ingénieurs. Il y a la Russie, d'ailleurs, il y a la Chine, il y a l'Inde, plus qu'en France ou même qu'aux États-Unis. Et le phénomène risque de s'accentuer, malheureusement, parce qu'on va... les plus mal lotis aujourd'hui sont ceux, justement, qui ont des industries ou des commerces physiques. L'industrie, c'est le commerce du monde des affaires, du business à haute dimension. Et puis en bas, vous avez le commerce. Si vous avez une société de conseil, vous pouvez la délocaliser. Si vous avez une société dans la fintech, si vous êtes Revolut, vous avez un leadership en France. En étant Revolut, vous êtes une société anglaise ou alors vous avez vous êtes régi par le droit de pays comme l'Estonie parce que c'est plus facile et que c'est moins régulé. Donc toutes les sociétés qui travaillent dans la fintech aujourd'hui, pourquoi elles s'installent dans l'Estonie, Lituanie, chez les Britanniques? Parce que c'est plus facile et parce qu'on peut le faire. Et après, ceux qui payent le prix le plus sont les sociétés industrielles parce que malheureusement, l'industrie se fait rattraper et qu'elle n'a pas le choix. Mais c'est le drame des politiques qui ont été menées. C'était malheureusement prévisible. C'est un peu ce contre quoi on essaie de lutter aujourd'hui, si on a du bon sens patriote. Bonsoir. Ouais. J'ai encore une question. Merci pour votre intervention, toujours aussi intéressante et agréable. De ce que je comprends, alors je reviens sur une question beaucoup plus prosaïque et puis sur le marché français. On a 3300 milliards de dettes. Le dernier équilibre du budget français remonte à 1974. Ça veut dire qu'en fait, ça fait 50 ans qu'on a fabriqué des générations à ne plus raisonner à avoir des budgets à l'équilibre. De ce que je comprends aussi, c'est que la France est en train de perdre son blanc-seing où, assez récemment, des agences de notation ont reparamétré les notes, voire se sont carrément abstenus de fixer une note pour éviter une dégradation de la note française.
Et de l'autre côté, c'est qu'il y a à peu près 6 000 milliards de capitaux dans les mains des Français, entreprises et puis après résidents, donc fixés sur différents supports. Et ma question, voilà, j'y viens, est-ce que vous voyez une limite à la prédation de l'État, pas du gouvernement, mais de l'État dans ses multiples couches pour aller chercher justement le capital des Français? Ça, c'est une grande préoccupation aujourd'hui, en effet. Alors, le problème de la méthode qui va être appliquée dans un premier temps, ça va être un champ normatif. Là aussi, j'en ai parlé assez régulièrement, pour orienter l'assurance vie. En premier, donc 2 000 milliards sur les 6 000 d'actifs financiers, hein, puisque les 6 000 milliards n'ont pas, c'est des actifs financiers. Après, si on prenait le patrimoine des Français, on serait plutôt à 16 000, on va dire. Et ça va être d'orienter l'assurance vie par rapport à des contraintes normatives pour les assureurs, au départ, pour toutes les sociétés qui opèrent. L'État ne va pas piocher directement sur les comptes. Par contre, vous allez avoir une assurance vie qui va être obligée d'assureur qui est obligé réellement d'investir dans des produits non cotés. Donc vous avez la loi Industrie verte de Bruno Le Maire en 2024, la loi Pacte 2019 modifiée en 2024 aussi, qui oblige justement d'avoir un quota d'investis dans des produits non cotés. L'État crée un produit qui investit dans le non coté, comme le livret défense, qui a tant fait parler, par exemple, et donc les assureurs orientent l'épargne. Donc ça va se passer comme ça dans un premier temps. Après, dans un second temps, évidemment, là où je dis que ça risque d'être compliqué pour l'Europe, c'est que si on continue à parler de captation de l'épargne, forcément les capitaux vont partir vers l'extérieur. C'était pas vraiment, la question est très importante et cruciale, mais c'était pas vraiment l'axe que je voulais donner ce soir. La dette est un problème. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'être alarmiste, le rôle qu'on peut avoir quand on est comme moi, en quelque sorte, in et out, dans le business et aussi avec une vie publique, c'est plutôt de donner les méthodes qui peuvent permettre justement de s'en extraire à l'échelle individuelle. Si demain la France allait mieux mais que vous alliez mal, si hier par exemple il y avait quelques grands groupes français qui généraient beaucoup d'argent et qu'on dit il y a de la croissance en France mais que vous n'en voyez pas la couleur, ça ne change rien pour vous. Donc aujourd'hui je pense moi profondément que la France est mal gérée, que l'Europe est mal gérée, que la France court vers la faillite et que l'objectif est plutôt de s'en sortir individuellement. La France c'est les Français avant tout, c'est pas la gestion ponctuelle et mauvaise malheureusement des politiques. Voilà. Ouais, alors j'ai une petite question. Ouais. La parole que vous avez aujourd'hui, c'est pas une parole qu'on a l'habitude d'entendre au CJD. J'aime le débat que ça crée derrière. Et je rebondis sur ta question, Johan, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui dépendent beaucoup de ce que fait l'État, que ce soit au travers d'aides qu'on va pouvoir avoir, au travers du CICE, CIR, etc., etc., au travers de marchés qui sont subventionnés. Je pense qu'on a tous reçu des coups de fil pour faire des économies d'énergie, mais on a un État qui est surendetté, qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à réduire son déficit. On a tous, je pense, dans la tête l'idée de dire « Ok, on va couper ça ». Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe si demain on coupe ça, en fait? C'est simplement une économie libérale qui repart. Hein. C'est pas de l'argent qui va disparaître. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre justement aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'un euro est un euro qui est dépensé, qui a été. Mais l'argent circule. Il y a ce qu'on appelle, je vais être court parce que vous avez votre apéro ensuite, mais je veux dire, il y a ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie qui fait que l'argent va circuler et qu'avec justement un euro, vous allez faire s'acquitter plusieurs paiements. Donc si vous avez dans une commune, plutôt que d'avoir des logements sociaux justement qui vont être gérés par un employé de l'État, qui vont être construits d'un seul coup par une seule société qui va avoir un monopole, mais que vous avez des petits promoteurs qui ont construit pour le compte d'un vieil épargnant qui va louer un appartement à une boulangère qui travaille sur place, vous avez finalement de l'argent qui va tourner et vous avez une économie libérale qui va fonctionner, comme en Russie d'ailleurs. La Russie qui est isolée aujourd'hui, vous apercevez que les gens vivent très bien en Russie, que les gens vivent très bien en Turquie par exemple, alors qu'ils ont beaucoup de problèmes d'architecture monétaire, et que ça fonctionne par rapport à ça, parce que c'est justement la vie, on va dire, des femmes et des hommes qui sont sur des territoires qui doivent former l'économie, mais ça, pas simplement l'économie dirigée juste. Moi, je suis contre toutes les aides de l'État, toutes les agences de l'État. Si j'étais au pouvoir aujourd'hui, je fermerais toutes les agences de l'État qui servent justement à financer à la fois des campagnes ou alors des grandes opérations. Il doit y avoir un minimum, c'est les retraites, c'est la sécurité sociale, et ça devrait être justement beaucoup mieux géré pour que tout le monde en soit assuré. C'est pas le cas, mais par contre, toutes les agences pour rénover toutes les maisons à longueur d'année, pour isoler les villages,
il faut arrêter tout ça. On s'aperçoit bien que ça va à la dérive. Mais ça, c'est... Évidemment qu'il y aurait des sociétés qui perdraient des parts de marché, ce seraient des sociétés qui n'apportaient rien à l'économie et à la société, donc ça ne serait pas dramatique, je pense. Voilà. Une dernière question, Philippe. Alors moi, je trouve que vous n'êtes pas beaucoup mouillé, parce que... Ça va bon. Non, vous êtes provocateur. On me le dit pas souvent. Vous êtes provocateur et vous soulevez des problèmes, des questions qu'on se pose tous, que je me pose moi tous les jours, Trump, pas Trump. Par contre, vos prévisions sont infaillibles, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, toutes les prévisions que vous avez dites se réalisent. Comment vous voyez l'économie mondiale dans les 2 ans qui viennent avec justement Trump qui a un petit peu tout bouleversé? Ah bah c'est très clair. Non, mes positions ne sont pas infaillibles et je l'ai bien précisé. Justement, j'ai dit, même moi, je me trompe, justement, je fais des erreurs. Essayez de ne pas tomber dans les 10% d'erreurs. Provocateur, pas vraiment. Je ne suis pas très provocateur et je suis quand même assez... je me mouille beaucoup et j'ai pris beaucoup de risques. Peut-être plus que vous, allez savoir. Je ne sais pas. Mais mes prédictions, elles sont très claires. C'est ce que j'ai expliqué. C'est que ça va être la Chine qui va tout rafler. C'est ce que j'ai expliqué, on ne peut plus clairement. Donc si vous voulez des points de croissance, vous allez en Chine, vous achetez BYD et Bitcoin. Mais ça, on le savait, ça. Ah, vous savez qu'il fallait acheter BYD et Bitcoin et de l'or l'année passée? Non. On savait que la Chine allait tout rafler. Non, pas du tout. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous achetez un indice chinois en 2020, vous avez perdu de l'argent aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il ne faut pas acheter un indice, il faut acheter certaines sociétés, celles que j'ai énoncées. Mais je vous réponds. Ce qu'il faut investir aujourd'hui, j'ai été très clair, hein. Il y a 8 mois, j'ai dit il faut acheter de l'or, l'or a monté. Et aujourd'hui, je vous dis, oubliez l'or, c'est un peu trop cher aujourd'hui, il faut acheter BYD et du Bitcoin. C'est très clair. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça, c'est pas un problème. Vous placez votre propos sur l'investissement et sur la rentabilité. Moi, c'est intéressant et important, mais moi, je parle de la santé de l'économie mondiale, la santé des populations mondiales, comment ce brouhaha qui a été créé va pouvoir générer... Est-ce que vous pensez que ça va générer un bien pour l'ensemble de la population? Oui, je le pense. Certainement pour votre portefeuille boursier, ça j'en suis sûr et certain, mais moi je parle de la santé mentale et la santé mentale, c'est notre sujet, mais je vais être bref, monsieur, mais je veux dire, j'ai quand même été très clair. Je m'étonne que vous me posiez ces questions. Moi, je vous ai dit, je défends la politique de Trump, je pense qu'elle est logique, qu'elle va ramener une logique de réindustrialisation qui est nécessaire, que les États-Unis vont mieux se porter et qu'il fallait sortir des délires de la financiarisation abstraite et des sociétés de la tech qui reposent uniquement sur de l'image de marque et pas sur de l'industrie. Voilà, donc je veux dire, c'est ce que j'ai dit. Si vous pensez que je me mouille pas, que je suis pas novateur, j'ai entendu peu de personnes qui avaient l'audace de le dire. Donc, je veux dire, après, là, je peux rien vous dire de plus. Par contre, je serais ravi de faire une autre conférence sur des sujets plus généraux. Mais moi, l'objet, je suis venu ici parce que j'avais envie de vous dire comment gagner de l'argent et ce qu'il fallait faire pour lever des fonds, ce qu'il fallait faire justement pour comprendre les zones du monde qui allaient marcher. Après, on fait 45 minutes, mais ces sujets sont importants, mais ils mériteraient encore 45 minutes ou 1 heure. Mais je suis très cash là-dessus. Je vous dis, la société se portera bien mieux avec Trump qu'avec Kamala Harris ou Joe Biden. Si c'est ce que vous voulez entendre, c'est mon avis. Mais il peut ne pas être partagé aussi, hein. Voilà. Très bonne soirée à tous et merci d'avoir été là. Merci à tous.